de Tempo Afrique TV. Merci d'être au rendez-vous de votre émission Inside Africa. Je suis Souleymane Harouna, Soul pour les amis. Ce soir, j'ai un invité spécial, celui que les Gabonais, mais ils n'aiment pas trop souvent, et de la diaspora appellent le jumping américain. Il a pour nom Alan Amabamani, le président du parti du Rassemblement des Gabonais républicains, RGR, un parti d'opposition au Gabon. Donc ce soir, nous allons discuter autour de deux problématiques, à savoir qui dirige le Gabon au finish. Le Maroc, la France, Ali Bongo ou les trois. En seconde, la seconde problématique est de savoir quel sera le profil du prochain président du Gabon. Nous allons discuter de toutes ces questions avec notre invité que je vous invite donc à me rejoindre et à lui souhaiter la bienvenue sur le plateau de la chaîne africaine de la diaspora. Monsieur Ambamani, qui dirige au finish le Gabon, quand on sait le rôle que le Maroc et la France ont joué après ce que les Béninois ont qualifié de coup d'État Bayon, à trois, est-ce le Maroc, la France, Ali Bongo lui-même ou les trois? Donc, vous avez la parole et je vous remercie vraiment de participer à cette troisième émission sur ce plateau panafricain. Nous vous savons panafricains et nous avons eu vos échos, tous les combats que vous avez menés ici, au niveau de la diaspora, à New York, à Maryland, au Texas, partout à Atlanta, et vraiment contre le pouvoir en place au Gabon. Donc aujourd'hui, nous allons discuter de ces deux problématiques avec vous. Donc nous vous souhaitons vraiment la bienvenue et merci de répondre à notre rendez-vous. Merci. Ben, écoutez, je suis ravi d'être l'invité de votre émission et je lance un salut à tous nos frères et panafricains qui se trouvent dans le continent et ailleurs, dans les quatre coins du mur, pour redire un grand merci d'avoir l'occasion de nous écouter ce soir et surtout, sur ce qui concerne le Gabon en particulier, mais en général, les problèmes qui minent notre Afrique, c'est-à-dire notre continent en passe à de graves situations qui préoccupent justement le nouveau leadership que nous représentons personnellement au Gabon et ailleurs. J'ai eu le privilège de voyager dans tout le continent africain et le Bénin et bien d'autres pays, la Côte d'Ivoire, j'avais été accueilli régulièrement là-bas et nous souhaitons d'ailleurs pour l'Afrique un renouveau et un décollage avec une classe africaine qui comprenne les enjeux du futur de notre Afrique. Et donc, je vous remercie de m'avoir invité à votre émission. Et je serai heureux de partager donc les réponses que beaucoup d'auditeurs attendent certainement de moi aujourd'hui sur les questions qui concernent le Gabon. Voilà. Merci beaucoup et merci pour cette présentation liminaire. Donc, comme je l'ai annoncé, la première question, la première problématique, au finish, M. Ambamani, qui dirige le Gabon? Qui dirige le Gabon? Est-ce le Maroc, la France ou le président Ali Bongo? Ou peut-être c'est les trois ensemble? Nous voulons vraiment que vous nous donnez
et cette visibilité, parce que il y a quelque chose qui ne va pas au niveau du Gabon. Écoutez, je ne vais peut-être pas vous décevoir, mais je dirais que le Gabon, comme beaucoup de pays africains, depuis les années 60, n'ont jamais été dirigés par ces leaders africains. Je serais très déçu de savoir que les pays au sud du Sahara, donc les pays francophones colonisés par la France, soient des pays indépendants. Je ne pense pas. Le Gabon, dont je suis originaire, n'est pas un pays indépendant. Et le Gabon n'a jamais été dirigé par des Gabonais. Vous savez, comme moi et comme partout ailleurs, d'ailleurs en Afrique, on a placé les gouverneurs pour représenter les intérêts des Occidentaux chez nous. Donc, au niveau du Gabon, je ne suis pas surpris qu'il y ait un méli-mélo entre le Maroc et la France. La France a toujours dirigé le Gabon depuis les années 60. D'ailleurs, les accords qui ont été signés à l'époque sont la preuve palpante de la direction de la France au Gabon. On a simplement placé des gens pour représenter les intérêts français. Et la France continue à dicter aux pays africains, et particulièrement les pays francophones, qui n'ont pas réellement d'autonomie, qui n'ont pas d'indépendance politique, économique et tout ça, comme vous le savez. Donc, pour moi, le Gabon n'a jamais été dirigé par un Gabonais. Et je serais d'ailleurs ravi de vous rappeler en plus que le Gabon a été dirigé de 1967 en 2009 par quelqu'un qui avait beaucoup le soupçonnait de ne pas être gabonais, mais qui avait été imposé à l'époque par Jacques qui est devenu président. Donc je parle d'Omar Bongo, qui est décédé finalement dans les conditions que vous connaissez en Belgique, sans infrastructure sanitaire et hospitalière. Donc, c'est vous dire que Ali Bongo, c'est encore la catastrophe parce qu'il a été imposé en 2009 aux Gabonais et les mêmes questions de nationalité douteuse se sont révélées en 2009. Mais excusez-moi, mais il a été voté, on l'a voté, les Gabonais l'ont voté, ça veut dire que c'est un choix légitime, c'est un choix souverain. Je vous rappelle que depuis l'avènement de la démocratie en 1990, aucun des deux n'a été vainqueur d'une élection au Gabon, qu'il s'agisse d'Omar Bongo à l'époque ou qu'il s'agisse d'Ali Bongo depuis 2009 en 2016, il n'a gagné aucune élection. Et c'est pour ça que je dis à mes confrères africains que l'Afrique a un grand combat de libération contre la domination extérieure, surtout la France qui n'a pas compris aujourd'hui les enjeux politiques avec le monde, continue à penser que on peut continuer à dominer les pays francophones et puis imposer des chefs d'État au pouvoir, donc empêcher l'avènement de l'alternance politique au Gabon. Et en Afrique, on peut parler de déception dans certains pays comme le Bénin qui a connu 2 ou 3 ou 4 présidents, et puis les pays anglophones par contre. Mais dans la partie francophone, au niveau de l'Afrique centrale, vous avez vu que la France s'impose par tous les moyens et elle donne les moyens militaires justement au régime qu'elle place au pouvoir pour mater les populations. C'est-à-dire que quand vous n'êtes pas d'accord ou que vous ne votez pas pour le candidat qu'ils ont choisi, alors vous risquez beaucoup de problèmes. Donc, 2016, Ali Bongo a perdu l'élection. D'ailleurs, à New York, j'étais vice-président du bureau de vote à New York. Ali Bongo a perdu les élections aux États-Unis et comme ailleurs. Mais vous le savez,
ce qui s'est passé après. La France a des enjeux en Afrique. Elle a de quoi ne pas laisser le Gabon en paix. Et comme vous le savez, le Gabon est doté de beaucoup de ressources naturelles. Donc, la France n'a pas l'intention de laisser le Gabon tranquille. Mais je pense qu'il faut un combat qui soit un combat africain, parce que si on veut aller de manière isolée, c'est-à-dire que le Gabon va de son côté, le Bénin va de son côté, le Togo va de son côté, on n'y arrivera pas. Ouais, nous allons revenir sur ce point qui est extrêmement important, c'est pratiquement l'unité africaine et c'est pratiquement la notion de regroupement, vous voyez, des pays africains pour contrer ce que vous semblez appeler le dictat français. Maintenant, en ce qui concerne le Gabon, puisque c'est de ça qu'il s'agit, bon, et le problème, c'est que vous n'êtes pas sans savoir ce coup d'État, ce coup d'État est vraiment bizarre qui a eu lieu et qui tout de suite a eu lieu et alors que le président Ali Bongo était pratiquement alité et donc et ce que j'aimerais pointer de ce fait, c'est que après ce semblant de coup d'État et tout de suite, nous avons vu le rôle du Maroc. C'est-à-dire le président Ali Bongo est pratiquement allé au Maroc. Finalement, il s'est fait soigner et à tout moment où il a besoin de repos, il va toujours au Maroc. Et les Marocains étaient pratiquement tout de suite, après ce coup d'État, ils étaient au Gabon et pratiquement même au niveau de la garde républicaine. Donc, il y a vraiment un lien historique entre le Gabon et le Maroc, mais nous voyons que le Maroc est en train de jouer un rôle vraiment, hautement politique dans les affaires gabonaises. Est-ce que nous pouvons dire que c'est pratiquement le bras armé et le Maroc est en train de devenir le bras armé de la France et en Afrique en particulier au Gabon, quand on sait que, comment dirais-je, le Maroc est en train de venir à grands pas au niveau de la CEDEAO. Est-ce que c'est une forme de France-Afrique qui ne dit pas son nom et qui a pour bras armé le Maroc? Donc, c'est pour ça que la première question était de savoir vraiment qui dirige le Maroc et qui dirige, excusez-moi, le Gabon. Est-ce le Maroc, la France ou les trois? Donc, voilà un peu, j'aimerais que vous me parliez un peu de ce rôle du Maroc dans cette nouvelle donne. Écoutez, si vous me posez la question de savoir qui dirige le Gabon, la France a toujours dirigé le Gabon. Voilà, c'est la France qui a toujours dirigé le Gabon. Le Gabon n'a jamais été dirigé par des Gabonais ni par des Marocains. Hein. C'est la France qui dirige le Gabon. Et à travers la France, elle donne certainement des instructions au Maroc pour jouer un rôle qui lui soit avantageux. Mais la question n'est pas là aujourd'hui. Pensons que malheureusement, nous avons une position dormante. Et vous vous souvenez d'ailleurs qu'à l'époque, quand Omar Bongo dealait avec la Banque mondiale, avec Mac Manara sur les questions du chemin de fer transgabonais, la Banque mondiale avait refusé d'apporter son aide au Gabon concernant les travaux du chemin de fer transgabonais. Donc Omar Bongo avait signé un pacte à l'époque avec les pays arabes, donc y compris le Maroc, la Libye. Ces pays-là avaient financé d'ailleurs, après que Omar Bongo est devenu musulman,
Le Maroc a joué un rôle essentiel, la Libye a joué un rôle essentiel, les pays du Maghreb en des mots, et des accords ont été signés entre le roi Hassan II du Maroc, Muammar Kadhafi de la Libye et le Gabon, et voilà comment les Libyens comme les Marocains sont aujourd'hui imprégnés dans la politique gabonaise par le canal de la famille Bongo. C'est ça. Donc nous pensons que ces questions-là ne sont pas importantes pour nous. Ce qui est important aujourd'hui pour notre parti politique, c'est plutôt l'opposition. Que fait l'opposition gabonaise? Y a-t-il une opposition gabonaise pour justement provoquer ce que nous appelons l'ingouvernabilité, empêcher justement à la France de continuer à imposer son dictage au Gabon et en Afrique, bien sûr. Je pense que c'est ça qui est important. Et malheureusement, le constat que nous faisons depuis l'extérieur, c'est que nous n'avons pas d'opposition qui peut faire face à cette situation que nous observons d'ailleurs au Gabon. Et le scénario que vous voyez aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs autour du décès de Omar Bongo à l'époque, en 2009, où on a fait croire au peuple qu'Omar Bongo vivait. Et puis après, la mascarade s'est révélée après. Ils ont fini après leur coup d'État, après qu'ils aient imposé donc Ali Bongo au pouvoir. Ils ont dit aux Gabonais qu'Omar Bongo était mort. Bon, écoutez, ça, c'est pas important. Moi, je pense que l'opposition a une responsabilité vis-à-vis de la nation et vis-à-vis de la prise de pouvoir chez nous. Parce que l'opposition n'est pas une carrière. L'opposition doit jouer son rôle de gestion du pouvoir. Et si elle ne peut pas prendre le pouvoir, il faut donc reconstituer une opposition qui soit une opposition frontale, une opposition agissante, pour créer les conditions d'un soulèvement populaire, pour créer les conditions d'une prise de pouvoir au Gabon. Donc voilà ce que vous voulez dire au fait que l'opposition n'est pas organisée, c'est ça? L'opposition n'est pas... Il n'y a pas d'opposition. Quand vous regardez ce qui se passe au Gabon, et d'ailleurs qui constitue l'opposition gabonaise aujourd'hui, vous voyez que c'est des gens qui sont milliardaires, qui ont partagé le pouvoir avec Bongo le père comme Bongo le fils. Écoutez, si vous êtes riche aujourd'hui, M. Harouna, je ne vois pas quel effort vous allez faire sur le terrain. C'est quand vous avez fait que vous criez à manger. Donc ça veut dire que, M. Ambabani, ça veut dire que les opposants, ou soit la plupart des opposants, sont pratiquement riches. Je prends par exemple... Bon, est-ce que le chef de l'opposition, que vous connaissez bien, M. Jean-Ping, quel est le bilan? Est-ce que l'opposition peut vraiment se regrouper autour de lui, comme ce fut le cas aux dernières élections présidentielles? Est-ce que le Gabon peut rééditer ça autour de Jean-Ping? Ben, écoutez, moi je ne sais pas s'il est le chef de l'opposition parce que il y a eu des accords qui ont été passés entre certains partis politiques classiques ou traditionnels, comme vous les appelez, en 2016 pour soutenir la candidature de l'opposition. Il se trouve que autour de cette concertation, il en est sorti que Jean-Ping était le candidat unique de l'opposition. Pour contrer justement l'élection d'Ali Bongo à la présidence. Mais à l'époque, nous dénoncions déjà cela parce que la question ne se situe pas au niveau d'une candidature unique de l'opposition. La question se pose surtout sur le fait qu'il y a le mental, la prise. C'était là la question, parce qu'il y aurait des fraudes, il y aurait toujours des fraudes. La France est toujours impliquée dans le processus électoral au Gabon, comme ailleurs. Alors, qui serait capable, qui a le mental et qui a les couilles pour dire au peuple, écoutez, il a perdu le pouvoir,
moi, je viens dans la rue, je prends le pouvoir. J'ai été en Côte d'Ivoire à l'époque où Gbagbo était élu président de la République. Gueye a voulu rester au pouvoir mais Gbagbo a appelé les Ivoiriens à prendre la rue et comme ça que Gbagbo est arrivé au pouvoir. Alors je dis qu'aujourd'hui, tant que nous n'aurons pas compris quel est le véritable adversaire de nos pays, on passerait toujours à côté de l'histoire. Il faut que les Africains et les Gabonais en particulier comprennent que le cancer du Gabon, c'est bien la France. Tant qu'on n'aura pas compris ça, ça veut dire que nos pays ne se relèveront jamais de ce cauchemar. Voilà. Donc, c'est pour ça que nous appelons à cette unité africaine et surtout à des jeunes Africains qui sont d'abord intègres, des jeunes Africains qui ont la capacité de se prendre en charge. Parce que le problème en Afrique aussi, il est profond. J'ai toujours dit à mes compatriotes, quand vous voulez faire de la politique, il faut avoir les moyens de cette politique. Mais quand c'est quelqu'un d'autre qui doit financer vos activités politiques, vous êtes assujetti à cette personne, alors ça ne peut pas marcher. Il faut que les Africains soient autonomes, il faut qu'ils soient indépendants et poursuivre un combat parce qu'ils ont le désir de voir leur pays libéré de la domination extérieure. Voilà. Justement, merci. Vous pouvez reculer un peu votre chaise. Voilà, je pense que c'est mieux comme ça. Merci beaucoup. Non, mais je pense justement, vous avez touché un point. Mais je reviens toujours, parce que si l'opposition, parce que c'est un problème récurrent en Afrique, c'est-à-dire cette malorganisation de l'opposition pour vraiment changer la donne. Mais si aujourd'hui, cette opposition, c'est-à-dire, vous avez parlé de la France, ça c'est clair. Maintenant, mais ce n'est pas la France qui est là, c'est Ali Bongo et son pouvoir. Et comment le fait partie? Vous avez parlé de soulèvement populaire. Est-ce qu'il y a une organisation dans ce sens? Parce que toute action, toute stratégie a besoin d'organisation. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, Jean Ping est décrié? Certains disent que voilà, c'est un opposant familial, sachant qu'il a des liens familiaux avec Ali Bongo, ce qui le met vraiment dans une position un peu équilibriste. Bon, est-ce qu'il y a, vous qui êtes là, nous avons suivi tout ce que vous avez fait ici au Gabon, mais est-ce que ce n'est pas le temps d'une nouvelle génération de l'opposition? Est-ce que vous n'êtes pas prêt, Monsieur Bamani, vraiment de prendre le leadership au Gabon et essayer de venir avec une autre stratégie pour vraiment changer le régime au Gabon? C'est un peu de ça qu'il s'agit, parce que aujourd'hui, vous avez parlé. Vous avez parlé et on a accusé beaucoup la France, mais les bongos sont toujours là. Après Léon Bas, c'est les bongos et les bongos et les bongos. Donc, dévoiler cette stratégie ou soit envoyer un message clair à la nouvelle génération d'opposition aujourd'hui. Vous avez le plateau. Ben, écoutez, je vais vous dire que le Rassemblement des Gabonais républicains est un parti politique qui est né aux États-Unis sur la base d'un constat qui est très simple. L'échec des politiques au Gabon, position au pouvoir, opposition, a apporté le bien-être social aux populations qui vivent dans les conditions que vous connaissez. Les Gabonais vivent dans la misère, dans la précarité, alors que le Gabon est cité parmi les pays à revenus intermédiaires. Donc, avec 1,5 million d'habitants, il n'y aurait pas de chômage au Gabon. C'est pour ça, dans notre programme de gouvernement, nous disons qu'il n'y a pas de chômage au Gabon, chômage zéro. Si nous arrivons au pouvoir, nous allons démontrer par A plus B qu'avec 1,5 million d'habitants, il n'y aura pas de chômage au Gabon. Alors,
nous disons, notre parti donc, œuvre justement pour l'avènement d'un nouveau leadership. Mais quand nous parlons d'un nouveau leadership, cela ne veut pas dire aller prendre des jeunes et puis amener là. Nous voulons créer une dynamique, une nouvelle dynamique avec des jeunes qui sont responsables, qui sont conscients, qui sont indépendants, c'est-à-dire qui sont capables eux-mêmes de financer leurs activités politiques. Parce que quand vous observez sur le terrain aujourd'hui, pas seulement au Gabon, en Afrique, hein, vous verrez que les jeunes, ceux qui sont même plus âgés que vous, ils courent derrière ces gens qui ont détourné, qui ont participé à la destruction de nos pays. Et vous voyez, quand ils arrivent aux États-Unis, nous avons les mêmes problèmes. Vous rencontrez des compatriotes, des jeunes, qui courent après ces gens-là pour aller prendre $200, $300. Ça veut dire qu'il faut d'abord qu'il y ait une prise de conscience absolue au niveau des citoyens. C'est ça. Et s'il n'y a pas de prise de conscience à ce niveau, nous n'y arriverons pas. C'est pour ça que nous voulons justement, nous œuvrons pour l'avènement d'un nouveau leadership, débarrasser justement des tentacules du système en place et aussi débarrasser de la corruption. Parce que c'est une gangrène qui empêche justement le Gabon d'avoir une véritable opposition, parce que tout le monde est confondu dans ce méli-mélo et vous avez du mal à trouver des gens qui sont encore qui sont sains, qui sont propres. Et c'est pour ça que vous voyez des gens comme nous, on n'est pas la bienvenue dans la société parce qu'on a créé une société de malfaiteurs, une société de corruption, de corrupteurs, une société des gens à la mauvaise moralité. Alors, on veut amener tout le monde à devenir mendiant, à devenir voleur, à devenir assassin. Mais on ne peut pas créer une société rien que de mendiants ou alors des malfaiteurs. Il faut, et c'est d'ailleurs dans ce contexte que notre parti politique travaille pour redonner la dignité aux Gabonais et poursuivre un combat noble, parce que l'opposition n'est pas un milieu où les gens pensent que parce qu'on est dans l'opposition, on doit forcément aller au gouvernement, on doit aller prendre un poste ministériel. L'opposition a un rôle à jouer au niveau politique et elle doit justement contrer les actions malveillantes du parti au pouvoir, comme vous voyez, comme ça se passe ailleurs, aux États-Unis, ailleurs, nous disons, et nous avons forcément des ambitions, nous comptons rentrer au pays et nous disons aux Gabonais que chaque chose vient avec son temps, nous allons certainement arriver au Gabon, dire aux Gabonais ce que nous pensons faire du Gabon et ce que nous entendons d'eux dans le cadre de leur soutien pour notre combat politique. Voilà. Voilà. Non, mais je pense que vous l'avez si bien dit et si je retiens bien, et ça c'est pratiquement un message à tous les opposants en Afrique, que le rôle primordial, ce n'est pas tout de suite de penser à un leader pour prendre le pouvoir, mais c'est de travailler, en aval et dans une stratégie pyramidale pour quand même aboutir. Je pense que nos internautes ont pris bonne note de cette réponse que j'apprécie beaucoup. Monsieur Ambamani, à en croire les Gabonais, nombreux sont ceux qui croient que le président Bongo est décédé et que ce que nous voyons à la télé, c'est un Bongo fake, comme le disent les anglo-saxons, qui dirige le Gabon. Est-ce possible, si même vrai, que l'homme est diminué physiquement? Est-ce que c'est vrai? Parce que, croyez-moi, j'ai des collègues, j'ai des amis gabonais qui disent que non, qu'ils sont au courant, ils savent que le président Bongo est décédé. Est-ce que vous pouvez lever ce tabou aujourd'hui, éclaircir les internautes par rapport à cette question qui est vraiment controversielle?
Bah, écoutez, merci pour la question. Écoutez, moi je pense que je ne vais pas m'aventurer à vous dire que Ali Bongo est décédé. Je n'ai pas l'information, mais ce que je sais, euh, c'est que les dispositions de de notre constitution prévoient que après 3 mois de vacances de pouvoir, le Parlement et la Cour constitutionnelle devraient en réalité prononcer la vacance de pouvoir. Mais là n'est pas la question sur la vacance de pouvoir. La question se pose surtout au niveau de que fait l'opposition gabonaise? Que font que font ces opposants au Gabon? Voilà le moment. Je pense que dans d'autres pays où on a vu des soulèvements, on a vu des revendications assez pointées dans certains pays africains, où je parle du Burkina Faso et autres. Le Bongo est absent depuis plus de 9 mois du pouvoir. Mais que fait l'opposition? Que font les opposants ou les partis politiques de l'opposition au Gabon pour entretenir cette situation C'est justement, voilà. justement la question dès l'entame de cette émission. Est-ce que, et beaucoup de gens, hein, ça revient, c'est une question récurrente, c'est-à-dire beaucoup de gens disent, est-ce que c'est parce que, au fait, Jean Ping, que l'opinion internationale voit comme leader de l'opposition, est-ce que, au fait, ça ne confirme pas le fait de le caractériser comme un opposant familial, où il ne peut pas tout de suite attaquer, hein, même si la voie constitutionnelle lui donne cette latitude, et il ne peut pas attaquer directement celui qui a été pratiquement son beau-frère. Et qu'on le veuille ou pas, il y a les liens de parenté là. Il ne peut pas vraiment l'attaquer comme si, si par exemple c'était un opposant qui n'avait aucun lien de parenté avec l'actuel président. Est-ce que ce n'est pas ça le blocage? C'est une question extrêmement importante. Mais écoutez, vous savez, je veux parler de manière générale. Je veux dire que pour les futurs leaders de l'opposition ou des futurs leaders africains, je vais lancer un message parce que, vous savez, on est passé de la forme d'esclavage la plus brutale à la plus intelligente aujourd'hui. Les leaders africains sont tenus par les liens occultes qu'ils signent avec certains pays, avec les Occidentaux et autres. Deux fois, ces liens sont quelquefois à l'origine de leur incapacité à aller jusqu'au bout de leur logique. Et c'est pour ça que nous lançons un appel à tous les Africains qui veulent faire de la politique, d'éviter d'aller se faire prisonnier des Occidentaux ou aller se faire prisonnier pour avoir adhéré à des sectes qui, quelquefois, vous astreignent à des comportements. Dans le cas dont vous me parlez, au Gabon, évidemment, il y a justement des liens qui ont été créés depuis Omar Bongo. Ces liens sont de toute nature. Elles sont économiques, elles sont financières, elles sont occultes, et elles sont de toutes sortes de liens qu'ils ont créés. Et ce qui fait que vous avez des gens qui sont dans l'incapacité d'aller jusqu'au bout de leur logique, d'atteindre leurs objectifs, parce que il y a ces liens-là qui ont été créés. Alors, si vous me demandez à moi, je suis un homme libre, je ne dois à personne, je ne suis pas prisonnier de qui que ce soit, je n'appartiens à aucune secte. Donc, si vous me demandez à moi, je vous dirais simplement que il faut pour l'Afrique des gens nouveaux, des gens qui ne soient pas des prisonniers des Occidentaux, il faut que ce soit des Africains qui viennent représenter, qui viennent défendre les intérêts de l'Afrique. Or, ce que vous observez aujourd'hui, depuis les années 60, vous avez des colons à la peau noire, des gens que les colons ont formés
pour aller représenter les colons dans nos pays. On a formé des Africains, pas pour aller défendre l'Afrique, pas pour aller défendre le Gabon, mais pour aller défendre les intérêts des colons chez nous. Et vous voyez bien dans le cas du Gabon que qui tue les Gabonais? C'est les soi-disant intellectuels, des gens que l'Occident a formés, que l'Occident a donné des diplômes, qui, quand ils repartent dans nos pays, ils repartent au Bénin, ils repartent au Gabon, ils repartent au Cameroun, ce sont eux qui vont tuer les autochtones, puisque les autochtones ne sont pas armés. Alors, ils repartent dans nos pays avec les diplômes, aller représenter les intérêts, protéger les intérêts des Occidentaux chez nous. Donc, il faut d'abord qu'il y ait une classe politique africaine qui vienne défendre les intérêts de l'Afrique, les intérêts de nos pays, débarrasser de tout complexe. Et c'est ça le grand problème dans nos pays. Tant qu'on n'aura pas compris que si nous n'avons pas un leadership qui soit capable de défendre les intérêts du Gabon, capable de défendre les intérêts du Bénin ou la Côte d'Ivoire, tout ça, on n'y arrivera pas. Alors vous voyez, quand ils rentrent dans nos pays, ils viennent faire... dans le cas du Gabon, le Gabon est devenu un marché où se bousculent toutes les idées extérieures. Aucun Gabonais ne peut vous dire l'histoire du Gabon. Il n'y en a pas beaucoup. Qui va vous dire qu'à telle époque, il y avait ceci au Gabon, ou bien il y avait des royautés qui étaient ici, qui fonctionnaient comme ça. Mais ils viennent vous réciter tout ce qu'ils apprennent à l'Occident. Vous voyez? Donc, ils ne viennent pas représenter les intérêts de nos pays. Ils ne viennent pas défendre notre culture. Ils viennent pour protéger les intérêts de ceux qui les ont éduqués. C'est comme quand si je viens dans votre maison, M. Harouna, je prends votre enfant, je vais l'éduquer, mais l'enfant là ne va plus vous ressembler. L'enfant là va représenter mes intérêts, pas vos intérêts. C'est ça. Voilà le mal de l'Afrique. Donc il faut qu'il y ait un leadership africain qui comprenne qu'il faut former des Africains qui viennent représenter, qui viennent défendre les intérêts de l'Afrique, pas les intérêts de l'Occident. Mais cette question... voilà. Ah mais excusez-moi, je dis cette réponse plutôt va droit dans la seconde partie de cette émission où nous demandons au fait quel profil le prochain président gabonais doit avoir vraiment pour que ce que vous souhaitez et cette vision et que vous venez de façon liminaire de nous expliquer puisse se réaliser au Gabon. Quel sera ce profil de président? Ben, écoutez, c'est une bonne question. C'est une question à laquelle notre parti politique, le RGR, a donné une réponse justement pour le profil des prochains, pas seulement du prochain président de la République, mais surtout des dirigeants, des prochains dirigeants du Gabon. C'est pour ça que nous parlons de redonner la dignité aux Gabonais. De redonner les questions de moralité sont très importantes parce que quand vous n'avez pas de dirigeants de bonne moralité, quand vous n'avez pas de dirigeants, c'est la faillite totale pour votre pays. Il faudra donc créer une classe politique intègre, à la bonne moralité et capable d'apporter les Gabonais vers le bien-être économique et social. Donc, moi, je pense que pour le prochain président de la République, il est hors de question que le président de la République soit prisonnier de l'Occident ou qu'il soit prisonnier même de l'Afrique, de certains pays africains, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il ait une dette une dette morale vis-à-vis de tel ou tel pays ou de tel ou tel homme politique. Donc, je pense que c'est cela. Hein. Si vous n'avez pas de dette morale, écoutez, M. Harouna, moi je parle parce que j'ai toujours dit à mes compatriotes, je défie qui que ce soit à venir me dire, moi, Mbamani, je suis derrière telle personne. Je vis avec les moyens qui sont les miens. Parce que quand on m'a éduqué, mes parents m'ont dit, il faut savoir gérer ta vie avec les moyens que tu as.
Et avec les moyens que tu y arriveras. Mais si tu n'arrives pas à gérer ce que tu as, ce n'est pas en arrivant au pouvoir que tu vas gérer. C'est pourquoi vous voyez, vous avez observé depuis 1960 des gens qui vont au pouvoir pour détourner des millions de dollars. Dans le cas du Gabon, aucun de ceux-là qui se sont enrichis n'a créé des affaires au Gabon. Personne n'a été chef d'entreprise. Ils se sont tous enrichis sur le dos du contribuable. Ils ont volé l'argent de l'État. C'est ça. Ils ont participé à la mort d'un pays. Et tu vois, donc, il faut donc des dirigeants qui comprennent que servir l'État, c'est plus important que d'aller se servir l'État pour remplir ses poches. Donc, dans le cas du Gabon, c'est ça la gangrène au Gabon. Et nous pensons qu'il faut créer donc une nouvelle dynamique. Il faut rééduquer les Gabonais. Il faut apporter les questions de moralité au centre du débat, les questions de dignité au centre du débat, des questions d'éthique au centre du débat. Dès lors que vous n'apportez pas ces questions-là, eh bien, vous allez toujours observer que nos pays n'avancent pas parce que vous avez dit tout à l'heure que la France, c'est vrai, mais la France n'est pas au pouvoir, mais c'est la France qui impose ces gens-là au pouvoir. Mais si ces gens-là, imposés par la France dans nos pays, s'ils servaient les intérêts de leur nation, ils ne passeraient pas le temps à détourner les milliards de nos francs et aller investir ailleurs. Omar Bongo est allé mourir en Belgique. Il n'a laissé aucune infrastructure sanitaire dans son propre pays. Vous avez vu Clinton ou Donald Trump aller se faire soigner ailleurs, ou Ali Bongo est malade, il va se faire soigner au Maroc, ou il va se faire soigner. Il n'y a pas d'hôpitaux au Gabon, il n'y a pas de structure sanitaire au Gabon. Donc, vous voyez, il faut créer donc cette nouvelle dynamique. Nous pensons que l'avènement d'un nouveau leadership au Gabon met un nouveau leadership gabonais à la bonne moralité, aux questions d'éthique, aux questions d'honneur, aux questions de dignité. Donc, c'est comme ça que l'Afrique va déployer. Oui, M. Amabani, mais est-ce que vous pensez que cette volonté de créer, ou soit d'avoir plutôt ce nouveau leadership, ou soit de créer cette dynamique, cette nouvelle dynamique, mais est-ce que vous pensez que, vous ne voyez pas que cela sera heurté par une aristocratie, surtout connaissant l'aristocratie gabonaise? Je vois une aristocratie qui est vraiment douillée dans la bourgeoisie et dans la facilité. Est-ce que vous pensez que cela vraiment peut prendre corps? Ben écoutez, c'est une question assez pertinente que vous posez. Il y a des habitudes qui sont là depuis plus de 60 ans. Les gens sont habitués à voler, ils sont habitués à mendier, parce qu'on a créé une société de mendiants. On a créé même un environnement social où, au lieu que l'État serve les citoyens, mais on se sert des citoyens pour ses basses besognes. Dans le cas du Gabon, par exemple, il y a ce que nous avons appelé l'absence d'un État au Gabon, parce que l'État s'est désengagé totalement de ses responsabilités. Vous avez des jeunes étudiants, des gens qui ont plein de diplômes qui sont au chômage au Gabon. Vous avez un tissu social qui est dégradé. Donc, les changements ne sont pas faciles. Je pense que si nous avons la volonté, d'aller dans cette direction, nous pouvons y arriver, mais comme vous venez de le signaler, ce ne sera pas facile parce qu'il y a des habitudes, même dans l'opposition gabonaise aujourd'hui. La corruption est totale dans l'opposition gabonaise. Il n'y a pas de différence entre l'opposition et le pouvoir. Le pouvoir a fonctionné, l'opposition a toujours fonctionné comme le pouvoir. C'est pour ça que nous disons que cette opposition traditionnelle n'a pas compris encore. Parce que les gens, pour avoir un poste ministériel, ils allaient crier ou ils vont crier à l'opposition. Et puis dès que le pouvoir voit comme ça, on donne un poste ministériel au soi-disant opposant qui a
pendant un bon bout de temps. Et quand il va là-bas, il mange. Le cas du Gabon est patent et c'est vraiment regrettable que vous allez voir que le Gabon est pleinement malade, avec des dirigeants malades. Ils ont tous ont le souci simplement de s'enrichir. Personne n'a le souci de mettre les populations dans un état ou dans des conditions meilleures. Personne. Chacun pense à son ventre, chacun pense à son ventre. Donc, c'est difficile, mais les changements sont toujours difficiles. Mais je pense que s'il y a la volonté, nous y arriverons. Et c'est pour ça que ce n'est pas un cas isolé pour le Gabon, simplement. C'est un cas général en Afrique francophone, surtout, avec d'autres questions comme le franc CFA, avec d'autres questions qui, aujourd'hui, sont des questions très importantes auxquelles il faudra apporter les réponses. Mais les réponses ne peuvent être apportées que s'il y a un leadership africain débarrassé de tout complexe et un leadership africain aux questions de moralité et les questions d'éthique ne pose aucun problème. Donc voilà un peu. Mais non, mais je pense que c'est bien dit. Et donc, si je comprends bien, en 2023, je pense que le Gabon aura de nouvelles élections. En 2023. Et aujourd'hui, c'est vrai, nous apportons toutes nos compassions au président Ali Bongo dans cette épreuve de recovery sanitaire. Donc, nous lui souhaitons vraiment une guérison vraiment très, très totale et qu'il soit vraiment beaucoup plus au profit de sa famille. Donc, nous n'allons pas imaginer, rêver que le président Ali Bongo reviendra aux affaires, sera candidat. Je ne peux pas imaginer cela. Mais puisque nous sommes en Afrique et nous connaissons nos dirigeants, donc qui ne voient pas, selon moi, l'essentiel. Le pays et surtout leur propre santé. Est-ce que l'après-Bongo, est-ce qu'on ne peut pas dire que le président Bongo, et ça c'est ma dernière question, est en train de vouloir vendre en griffe le Gabon à la France, quand on sait que dans le gouvernement actuel gabonais, c'est pratiquement c'est les étrangers. C'est-à-dire on ne peut pas dire que c'est des Gabonais qui sont légion dans ce gouvernement. Est-ce que ce n'est pas une stratégie, si vous voulez, déjà de l'après-Bongo que Ali Bongo est en train d'annoncer à petits coups, c'est-à-dire l'hégémonie totale du Gabon par des étrangers? Mais écoutez, moi, il faut déjà parler de l'hégémonie de la France au Gabon. J'ai toujours dit que le Gabon est sous invasion militaire depuis les années 60. Et quand vous parlez de vendre le Gabon a été vendu à la France au moment des accords qui ont été passés à l'époque, où ils ont tout vendu. Ils ont vendu les ressources naturelles à la France. La France est propriétaire des ressources naturelles au Gabon. Et donc, le Gabon n'a jamais appartenu aux Gabonais, puisque ces accords-là, qu'on appelle des accords de coopération ou des accords militaires, disent bien que c'est la France qui contrôle les ressources naturelles du Gabon, c'est la France qui vend, c'est la France qui décide où est-ce que nous vendons, à qui nous vendons les richesses de notre pays.
Donc, le Gabon est pratiquement vendu. Ce n'est pas, ce n'est pas aujourd'hui. Ce n'est pas aujourd'hui. Le Gabon est vendu depuis les accords passés en 1960, avec l'indépendance qu'on a donnée de manière, je dirais, ridicule même à la fin, parce que vous ne pouvez pas donner une indépendance sous condition. Une indépendance, c'est une indépendance. C'est pour ça que vous avez vu des gens comme Lumumba se sont levés. Vous avez vu dans d'autres pays les Kwame Nkrumah se sont levés. Vous avez vu les Sékou Touré refuser et proclamer l'indépendance de son pays, la Guinée, et qui a été isolé pendant plus de 20 ans par la France. Donc, je pense que le Gabon est déjà vendu depuis 1960. La question aujourd'hui que vous pouvez poser, que faire pour que les Gabonais reprennent leur pays en main? C'est en cela que notre parti politique appelle à une prise de conscience de tous les citoyens gabonais, à rejeter les questions de corruption, à rejeter toute tentative qui irait dans le sens de diviser les Gabonais entre eux et œuvrer justement dans cette prise de pouvoir par tous les moyens. Et nous y arriverons. Et les étrangers dont vous faites état, Omar Bongo, depuis son accession à l'indépendance, à la magistrature suprême en 1967, avait déjà des étrangers. Lui-même, c'était un étranger. Il a toujours eu des étrangers, que ce soit des Africains ou des gens qui viennent d'ailleurs, qui étaient dans son gouvernement, dans son cabinet présidentiel. Bon, il faut que les Gabonais se réveillent. Il faut que les Gabonais sachent que c'est leur pays. Personne ne viendra faire le travail à leur place. Il s'agira pour eux de se battre, de se lever comme un seul homme et dire non et dire que c'est assez, c'est assez. Et je dis aux Gabonais que nous allons certainement arriver au Gabon un de ces jours. Tout le monde ne peut pas être au même endroit le même jour. Ceux qui sont sur le terrain, ils ont un devoir moral de se battre. Et le rôle de l'opposition sur le terrain, c'est de dénoncer et de poser des actes allant dans le véritable changement que nous souhaitons. Mais une opposition, ce n'est pas pour croiser les bras, ce n'est pas pour aller prendre des milliards comme ça se passe. Voilà ce que nous disons, mais nous allons arriver, notre parti politique va arriver, nous avons certainement des ambitions, mais aussi nous disons que nous ne pouvons participer à une élection présidentielle que si l'élection est crédible. C'est-à-dire une élection que nous poserons des conditions, bien sûr, parce que nous ne voulons pas une ingérence extérieure dans l'organisation des élections. Nous voulons une élection libre, mais pas dirigée par le pouvoir néocolonial au Gabon. Parce qu'aujourd'hui, le Gabon n'est pas dirigé par des Gabonais. Donc, de ce fait-là, toutes les élections qu'on organise chez nous, les soi-disant élections, quand on veut faire croire à la face du monde qu'il y a des élections au Gabon, c'est organisé, excusez-moi, par les ennemis du Gabon. Et moi, je dis d'abord que pour l'indépendance du Gabon, pour que les Gabonais soient libres de contester, d'aller dans la rue librement, il faut que nous nous débarrassions de cette invasion militaire qui est chez nous. Nous avons pratiquement 3 armées étrangères qui sont stationnées au Gabon, ce qui est un constat assez grave, parce que ne me dites pas qu'un pays indépendant comme le Gabon va abriter 3 armées ou 4 armées d'invasion sur son territoire. Il y a problématique. Donc les élections ne peuvent pas être libres. Donc voilà, et nous avons des ambitions. Et ce que je dis aux Gabonais, et je lance un appel au pouvoir, bien sûr, d'œuvrer dans la direction du changement véritable, de créer les conditions d'un meilleur devenir pour le pays, créer les conditions de l'alternance politique au Gabon. Et ça sera votre mot de fin. Voilà. Qu'il n'ait pas peur de changement de pouvoir ou de qui va arriver au pouvoir, et qu'il fasse confiance aux Gabonais, aux jeunes, aux gens qui ont encore un minimum
dignité, le pouvoir. Nous ne sommes pas des ennemis. Le Gabon est un petit pays. Qu'il soit de l'opposition ou des enfants qui soient au pouvoir, je pense qu'il ne faut pas que ceux qui sont au pouvoir au Gabon aient peur de qui que ce soit, parce que sous le prétexte que certains vont certainement perdre leurs avantages, ou ceux qui sont habitués à aller toucher des milliards ne peuvent plus toucher ces milliards parce que il faut créer les conditions d'une alternance politique et montrer à la face du monde que le Gabon peut. Donc, c'est un appel que je lance aussi à ceux qui gèrent le pays. Et à l'opposition, je demande l'avènement de reconstruire une opposition qui soit capable de poser les vrais problèmes. Regardez, par exemple, quand ils ont changé la constitution du Gabon, la caution qui permettait à n'importe qui de se présenter à l'élection présidentielle, ils l'ont changé. Il était à, je crois, 1 million ou 2 millions. Il est passé à plus de 20 millions de francs CFA. Donc, on a, si vous voulez, aux jeunes loups, aux jeunes qui ont l'ambition présidentielle, parce qu'ils n'ont pas géré avec Omar Bongo ni avec Ali Bongo, parce qu'ils ne sont pas capables d'avoir 20 millions de caution pour la candidature présidentielle. Alors, on a changé la Constitution pour s'opposer à eux, pour empêcher leur candidature à l'élection présidentielle. Nous disons que c'est un faux débat. Il faut que les Gabonais prennent conscience, que chacun se lève là où il est, que ceux qui sont au pouvoir réfléchissent et sachent qu'il n'y a qu'un seul pays, c'est le Gabon. Absolument, il n'y a qu'un seul pays qui est le Gabon. Et donc, nous sommes à la fin de cette émission. Nous remercions vraiment notre invité, M. Amabani, qui est vraiment un combattant, quelqu'un que je connais dans la lutte pour le panafricanisme. Vraiment, je le remercie. Et vraiment, merci beaucoup. Et je pense que le cri de cœur aujourd'hui a été entendu. Et nous, dès que le temps, vous serez disponible à tout moment, vous serez la bienvenue sur ce plateau. Merci, c'est la fin de cette émission. Et merci, chers internautes.